Louis. C'était passion voiture. Son jeu chéri, à un moment, c'était quand il était petit, c'était un camion poubelle. Lego, Playmobil, des trucs comme ça. Des grosses collections de voitures. Donc il y avait ça, puis qu'est-ce qu'il y avait comme autre jeu? Je peux pas dire qu'il jouait à la poupée. Après, on est passé au ballon et au flingue. C'était les armes, c'était les épées, les mitraillettes, les jeux de rôle. Il faisait des batailles de nerfs. Les jeux extrêmement sportifs dans les arbres. Pas mal de skateboard. Comme les garçons de Nathalie, Laurence, Catherine et Sylvie, mes fils adoraient les voitures, les trains, la construction de Lego et autres caplas. J'ai aimé passer des heures à inventer des constructions avec eux. Et eux aussi ont joué au Nerf, des pistolets avec des projectiles en mousse. On s'est bien marré à se poursuivre en se tirant dessus. Oui, on avait l'envie, Danielle, gynéco-obstétricienne. vis-à-vis de nos 3 enfants, d'essayer de ne pas être trop caricaturaux dans l'éducation garçon-fille. Et on prenait soin aussi par principe de ne pas offrir d'armes. C'est-à-dire que pas de pistolet, pas d'épée, pas de ce genre de choses-là. Et bien, dès qu'on se retrouvait avec d'autres enfants ou qu'on allait à la campagne, le moindre bâton qui traînait devenait immédiatement une épée et les assauts se succédaient. Donc, c'est difficile, même quand on a, au sein d'une famille, envie de transmettre certaines choses et de ne pas genrer l'éducation, d'aller contre ce que la société transmet, que ce soit tout petit à la crèche ou à l'école. De mon côté, je n'avais pas réfléchi aux jouets. Et les armes, très franchement, je ne voyais pas le problème. Tu vas mourir. Aïe, aïe. Et je suis pas... Oh, mais je vais... Nous sommes, avec les autres mères du podcast, d'une génération pour laquelle la libération de la femme s'était réglée. Et la notion de système patriarcal, de masculinité hégémonique, tout cela nous était totalement inconnu. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point la société avait façonné mes fils à travers les modèles culturels, les loisirs ou l'école. Les hommes soignent le mal par le mal. Les hommes soignent le mal par le mal. Je suis Julie Gavras et vous écoutez Pas mes fils. Épisode 4. Maintenant je suis un garçon. Le rouleau compresseur. Je suis poison qui distille remède. Maintenant je suis un garçon. On juge les hommes à ce qu'ils deviennent. Il y a des moments où l'on regarde ces garçons et on se demande d'où viennent toutes ces choses qu'ils font, mais qu'on ne leur a jamais apprises. Les premiers copains, c'est beaucoup des garçons. Aux anniversaires des petits-enfants, je trouve que c'est pas très mixte. Il y a quand même une sociabilisation qui se fait beaucoup entre enfants du même genre, j'ai l'impression. Même si ça venait pas de nous. Mais à l'école primaire, il y a commencé à avoir des signes de les filles sont d'un côté, les garçons de l'autre. Et je pense que la primaire est un moment où les garçons s'affirment peut-être un peu plus, et les filles aussi, mais s'affirment entre eux. Comme le raconte Jeanne, Nathalie et Sylvie, l'entourage s'organise vite entre enfants du même genre, sans que l'on ait rien fait ou rien dit. Alors l'entourage de mes garçons, au niveau amical, surtout lorsqu'ils étaient ados, pré-ados et ados, c'était quand même essentiellement masculin, mais parce qu'ils avaient des activités aussi. Par exemple, ils ont fait du rugby. Donc, le rugby, les équipes, c'était des équipes masculines. De par leurs activités sportives, il y avait moins de filles, parce qu'il faut le dire. En tout cas, à Paris, il n'y a pas beaucoup de filles dans les clubs de foot. Donc, vite, ça a fait que toutes leurs activités extrascolaires se faisaient sans filles. Tu te rends compte que tu vas avoir un peu des sorties sportives à base de ballons ronds. D'ailleurs, pas que sportives, même au parc, etc. Il y a quand même tous les garçons courent après des ballons. C'est quand même assez caricatural, mais c'est quand même le cas. Donc voilà,
Il y a ça, effectivement, où tu passes ton temps à courir derrière un ballon avec tes fils. Le sport, c'est très important dans la construction de masculinité. Je ne dis pas ça à la légère. Francis Dupuy-Derry est professeur en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et auteur notamment de « Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés ». On se parle par ordinateur interposé et comme il est malade, ça rajoute encore au son de voix bouchée. Et c'est pas pour rien que les sports sont non mixtes non plus. Dans le sport, on retrouve évidemment une version pacifiée du combat, de la lutte. Pas de la lutte, le sport, mais de la lutte comme combat. Et donc de cette idée que être un homme, c'est se battre. Être un homme, c'est être agressif. Être un homme, c'est être compétitif. Et être un homme, c'est gagner, que ce soit en sport individuel ou que ce soit en sport collectif. C'est vraiment des choix de société, cette non-mixité dans le sport, parce que on sait très bien que quand on joue entre amis, souvent, on va jouer en mixité, que ça peut être tout à fait agréable de jouer en mixité. J'avais vraiment l'impression d'être dans une famille de garçons pour le coup là, parce que c'était passion football et les matchs à regarder ensemble, c'était un truc de mec pour moi, hein, enfin parce que je suis pas du tout football, donc je l'ai vraiment senti à partir de ce moment-là. On a quand même partagé beaucoup de repas et de matchs, de soirées football. On a effectivement partagé beaucoup de soirées foot avec Nathalie, dont les fils ont 14 et 18 ans. Nous restions à l'écart alors que nos fils et nos compagnons étaient devant la télé. Oh, tu nous gênes, oh putain! Surtout dans ces soirées, je me souviens avoir eu des sentiments ambivalents. D'un côté, j'étais fière d'être là en cuisine à papoter entre femmes et à préparer des pâtes aux hommes, ce qui est mon maximum en termes culinaires. Alors bien sûr, ça peut faire plaisir de faire à manger à ses proches. Mais là, c'était aussi comme une sorte de réminiscence archaïque du devoir accompli. Une fierté sortie de je ne sais où, de faire mon devoir de femme et de mère en nourrissant mon petit monde. Parallèlement, je ressentais aussi un sentiment d'étrangeté et d'altérité vis-à-vis d'eux, alors que nous étions à l'écart avec Nathalie, loin de la télévision et des cris. Oui, mon garçon! Voilà! Mais effectivement, ils se retrouvaient à 6 devant des matchs, en commentant. C'était assez marrant, mais c'est vrai qu'on a eu quand même des soirées où nous étions seuls. Et je me souviens des pleurs aussi. Ah oui. J'ai mon fils aîné qui est très investi, très impliqué, et pour qui une défaite du Paris Saint-Germain était vraiment dramatique. Et ça le mettait très en colère, et il est arrivé plusieurs fois de ne pas regarder la fin du match. Ça le bouleversait vraiment, il y avait trop d'attentes. J'ai vécu une Coupe du Monde aussi, où on avait invité pas mal de parents et enfants. Et la France a perdu, je ne sais plus quelle année c'était, 2014 il me semble, et ça l'a bouleversé. Il n'a pas voulu aller à la fête de l'école après. C'est vraiment un amour profond. Mais c'est vrai qu'on se sent un peu démuni. Donc je pense que maintenant on le sait, tout le monde dit ok, t'es malheureux, enfin c'est triste. Avant il y avait ce côté d'aller le voir, d'essayer de le consoler parce qu'il était en colère, en plus d'être triste. Donc c'était aussi de le calmer un peu, de faire comprendre que c'était un petit peu démesuré, en tout cas pour celui qui ne le vivait pas comme lui. Mes fils aussi ont longtemps eu des réactions démesurées de pleurs et de colère, de stress. Tout ça très entraîné par leur père qui m'expliquait que c'était pour se vider la tête. Mais moi, quand je me vide la tête, je ne me mets pas dans cet état. Je vais nager longuement à la piscine, ou je binge des séries, mais je ne suis pas dans cet état de nerfs. C'était ça, le sentiment d'altérité que je pouvais éprouver. Me sentir étrangère à eux. C'est comme si j'avais ouvert et refermé très vite une porte donnant sur un autre aspect d'eux, sur ce potentiel de violence. Encore plus quand j'ai découvert que les violences conjugales augmentent invariablement les soirs de match. Évidemment, ça ne concernait pas mes petits garçons tout mignons. Mais est-ce qu'il n'y avait pas là
les prémices de quelque chose qui me déplaisait. Dans l'espèce de psychologie évolutionniste vulgarisée, là, vous savez, les espèces de manuels, pourquoi les hommes savent lire les cartes routières et les femmes savent cuisiner, là, ou des choses comme ça. J'avais lu une explication totalement absurde. Pourquoi il ne faut pas déranger un homme quand il est assis devant sa télévision, il regarde un match de football, parce qu'il est en état de stress comme quand il chassait le mammouth dans la préhistoire. J'adore parce que c'est délicieux tellement c'est absurde comme justification. Et non, les garçons de ma famille ne se transforment pas en chasseurs de mammouths stressés devant le foot. Non. Mais c'est sûr qu'ils se transforment et qu'une forme de violence se révèle. Maximilien Weber, but contre son camp. C'est archi triste pour l'Autrichien qu'il est bien un peu de son camp. C'est archi triste pour ? C'est archi triste pour lui, il va se faire frapper quand il va rentrer. T'es un peu en empathie avec lui alors ? Oui, je suis en empathie avec lui, si c'est ça que tu veux enregistrer. Oui, je suis en empathie avec lui, maman. Je suis un homme qui a de l'empathie pour les autres hommes. T'es quand même content qu'un peu c'est marqué. Ouais, mais il a une archi bonne tête, le mec. En plus, il s'est pris un carton jaune tout à l'heure, déjà. Bon, évidemment, là, j'essaye de me rassurer par rapport à toute l'agressivité qui se déclenche quand ils regardent des matchs, mais je suis vite rattrapée par leur père qui remet les pendules à l'heure. Faudrait voir à pas être trop empathique quand même. Oh, mais putain, mais qu'est-ce que c'est nouveau, ça. Ok, vous voulez qu'on leur rende leur but ? Non, je suis très content. Ah, ok. Je voulais être bien sûr. Je suis très content, mais je me sens mal pour le mec, quand même. C'est ma petite façon de me battre aujourd'hui contre ce système. Mettre en avant son empathie, justement. D'autant plus que cette image de la masculinité conquérante est partout. Dans le sport, donc, mais aussi à l'école, au collège, au lycée. Et puis, il y a Internet. J'ai eu l'impression qu'à un moment, il y avait une grande ouverture. Ils n'étaient pas forcément genrés. Ils étaient ce qu'ils étaient, même s'ils aimaient le foot, le côté... Et puis d'un coup, il y a ce petit truc-là qui est arrivé, qui est tombé un peu sur les réseaux, sur les TikTok, sur les stories, où en fait, ils se montrent dans des situations de mecs, de vrais mecs. On monte nos muscles, on fait des séances de muscu, on se montre dans des situations. On est quand même le mec qui va protéger la fille quand ils sont en couple ou qui va être là... Il y a un côté financier aussi, il y a le côté un peu branché au fric. Oui, je trouve. Il faut gagner bien sa vie, parce que comme on peut partager la même tablette, j'ai vu des trucs qu'ils regardaient. Et souvent, c'est des mecs... Alors même si c'est sur le ton de la rigolade, on a été inquiets quand ils étaient plus jeunes. Alors évidemment, j'ai oublié le nom, mais il y avait un mec qui reprenait en boucle l'expression ou le visage de Christian Bale, qui jouait dans ce film... American Psycho. American Psycho. Et donc, il y a cette espèce de culte du mec qui a réussi, le Golden Boy, et qui est un tueur, en fait. C'est ça, hein, c'est un tueur en série. Et donc, ce mec cultivait ce côté moi, j'ai besoin de personne, loup solitaire, mâle alpha. Ils ont eu ça. Pas de femmes, ne pas s'entourer, tu vois, ne pas être encombré de boulets ou de gens pour qui on pouvait avoir des sentiments. Il fallait absolument s'assumer, quoi, le truc viriliste, pour moi. Ce fameux mec qui recommandait d'être un loup solitaire, c'était pour réussir sa vie. Moi, j'ai vu des vidéos comme on larguait une meuf, tu vois, des trucs qui font qu'ils se mettent dans des positions d'hommes forts. Je me souviens que ça a été effectivement une période où on trouvait qu'ils étaient lourds, mais je pense que ils avaient envie aussi de nous embêter avec ça. Donc le comique de répétition a fait son effet. Et nous, on les a pris entre quatre yeux en disant, franchement, vous entendez ce que vous dites. Donc je les ai pas mal bassinés avec ça, en disant qu'il y a des comportements qui ne sont plus tolérables à notre époque et qu'on ne peut pas espérer avoir des relations saines avec tout le monde, mais encore plus avec des filles, en parlant comme ça. C'était pas possible que j'ai fait des enfants comme ça. Je disais, mais c'est pas possible. Enfin, comment ? Surtout qu'ils entendent rarement ça chez nous. Alors, est-ce que ça s'est arrêté ? Est-ce que ça s'est arrêté ? Il me semble que ça s'est arrêté. Mes filles sont passées à autre chose, je pense, même s'il y a toujours un petit fond de blague sexiste, en grandissant. Nathalie, avec qui je papotais pendant le foot, me dit que ses fils ont grandi. Mais ils se sont quand même construits avec ça, entre autres choses. La série Netflix Adolescence a bien montré jusqu'où pouvait mener la consommation de contenu masculiniste en racontant l'histoire d'un jeune adolescent qui tue une fille de son collège.
Je peux me rassurer en me disant que durant l'adolescence de mes fils, il n'y avait pas tous ces mascus sur les réseaux. Ou encore qu'ils n'ont eu leur téléphone que tardivement. Et qu'en plus, ils n'avaient le droit qu'à 1 demi-heure d'écran par jour en dehors des films. Et le soir, au coucher, leur téléphone restait dans le salon. On a tenu bon jusqu'à leur majorité. C'était même une blague entre mes fils et leurs potes qui nous avaient surnommés les darons 1 demi-heure. N'empêche, je suis sûre qu'ils ont grugé dès qu'ils ont pu. Et surtout, je ne sais pas quels influenceurs ils ont regardés, ni même ceux qu'ils regardent maintenant. Et les tendances globales dans ce domaine ne sont pas terribles. Ça va vers du toujours plus viril, toujours plus musclé. Les influenceurs? Ouais. Donc, selon les moments, évidemment, les modes et les moyens de communication et les tendances changent. Francis Dupuy-Derry, professeur en sciences politiques. Donc, la représentation même du super-héros change. Il y a des observations qui ont été faites au sujet de Batman, par exemple. Vous regardez Batman dans les années 50, c'est un super-héros. Il combat les vilains, il gagne, mais il est beaucoup plus svelte. Et vous regardez Batman aujourd'hui, et vous constaterez que ses muscles ont décuplé. Et donc, vous avez, depuis 15-20 ans, un retour à la mode du gymnase, de la musculation. Donc, il peut y avoir des avantages physiques, là, de santé, à faire un peu de gym, un peu de musculation. Mais là, s'engouffre avec les nouveaux médias sociaux, ceux qu'on appelle les influenceurs ou les coachs de vie ou qui vont vendre des conseils. Donc, on cherche là les 16-28 ans environ à essayer de les rassurer sur comment vous pouvez être un homme, comment vous pouvez faire de l'argent, comment vous pouvez séduire. On vous laisse croire que vous allez pouvoir devenir facilement millionnaire. Et donc là, ce qu'on vous vend, c'est quelque chose de totalement stéréotypé. Il y en a plusieurs des coachs de vie, des coachs de séduction, des coachs de vie en France, mais le plus célèbre au monde, c'est Andrew Tate, qui est un champion de kickboxing, qui se prétend multimillionnaire, qui se met en scène, c'est très important, il se met tout le temps en scène dans son jet privé ou devant une voiture sport de luxe, souvent avec un cigare et une pile, mais comme un tas de liasses de dollars devant lui sur une table, avec ses tatous bien en vue, souvent avec des femmes en bikini assises sur lui, c'est toujours pratique. Et il dit aux jeunes hommes, je vais vous expliquer comment devenir riche. Et cet homme est foncièrement misogyne et justifie les violences contre les femmes. Et donc, tout à fait, ça, c'est un phénomène actuel, culturel important. Well, females are barely sentient. Even the good ones. In fact, especially the good ones. You're a good female. Sylvie est mère de 2 garçons de 20 et 26 ans. C'est elle dont les filles jouaient au rugby. J'ai un souvenir d'une scène qui a eu lieu, je pense qu'il y a 2-3 ans avec le plus jeune. Je pense que je n'ai pas décoléré pendant des heures. Mon fils est rentré, à l'époque, il avait des préoccupations nutritionnelles très ciblées sur le sport, l'alimentation. Enfin, donc, chaque fois, les repas, c'était un casse-tête, c'était une préoccupation. Il fallait manger toujours à des heures très... Enfin, une espèce de psychorigidité. Moi, je n'en pouvais plus. Ça a duré des mois et des mois. Et en fait, il est arrivé et puis il me dit mais bon, mais c'est quand qu'on mange, quoi. Et alors, moi, je le regarde, moi, j'arrivais du boulot, et je lui dis, mais en fait, si tu veux manger, tu vois, tu as tes 2 mains, là, tu te prépares à manger, il n'y a aucun souci, moi, je mangerai plus tard. Et alors, il m'a répondu, mais en fait, tu es ma mère, tu dois me faire à manger. C'est dans ton rôle, c'est dans tes... J'étais folle. Je pense que c'est une des fois où je pense avoir hurlé le plus, le plus fort dans la cuisine. Voilà. Et ça, par contre, ça, c'était pas un taclage, hein. C'était pas une boutade, c'était pas de la rigolade. Ça, c'était tout à coup quelque chose qui rejaillissait du fond de je ne sais où. Je me suis dit, mais Sylvie, mais t'as tout raté, quoi. Ce qui me frappe quand j'entends Sylvie, c'est qu'elle culpabilise, alors qu'elle n'est pas responsable de ce comportement, ou pas seule responsable. Et en l'occurrence, elle en pâtit. J'ai l'impression qu'elle s'est pris dans la figure un des effets du rouleau compresseur du modèle sociétal patriarcal.
un peu plus directement que moi quand je vois mes filles s'énerver et perdre tout contrôle devant le foot. Il y a une manière de voir la masculinité ou les injonctions au virilisme. Francis Dupuy-Derry. Comme des contraintes aussi pour les hommes. Évidemment, il y a un risque de présenter ça comme ça parce que c'est comme si tout le monde était victime du patriarcat et personne n'en tirait profit. Donc ça, c'est un risque auquel il faut faire attention quand même. Mais dans les systèmes de domination, et ça peut paraître paradoxal à première vue, les dominants peuvent souffrir aussi. Et des fois, je donne l'exemple à mes camarades anticapitalistes, je dis, des cadres supérieurs, des multimillionnaires, c'est des gens qui, en réalité, travaillent beaucoup, peuvent être super stressés, peuvent avoir des ulcères, peuvent faire de l'insomnie, peuvent avoir une série de problèmes, même s'ils sont super riches et super privilégiés. Ça vient avec le privilège. Et donc, chez les hommes, il y a toute une série de mises en scène de soi qui comportent des facteurs de risque. On les sait même au niveau de l'épidémiologie, les hommes ont des comportements à risque au niveau de la conduite automobile, de la consommation de l'alcool, entre autres, des sports extrêmes, des bagarres même dans certains milieux, consommation de drogue des fois. Donc évidemment, je sais bien que des femmes aussi consomment de l'alcool, peuvent conduire vite et faire des sports extrêmes. Là, c'est évidemment, tout ça, c'est des tendances générales. On parle de masculinité toxique. C'est un terme à la mode aujourd'hui. Ça fait référence entre autres à ça, c'est-à-dire la masculinité qui est toxique pour les hommes eux-mêmes. Sois un homme. Arrête de pleurer, bonhomme ou pas, bonhomme, sois un homme un peu. Assume maintenant. Peut-être que comme mère, voir nos filles se comporter comme la société le leur inculque est culpabilisant parce que ce sont des comportements qui sont nocifs pour eux aussi. Peut-être que notre échec à imiter la Vierge enfantant Jésus devient flagrant. Comme le fait qu'on élève des dominants tout en étant nous dans le groupe des dominés. Ça me semble fou parfois de me dire qu'on met au monde en tant que femme des hommes qui un jour penseront qu'on vaut moins qu'eux ou bien qu'on est à leur service. Donc je vivais avec le beau-père de mon fils et on était en train de se séparer. À cette époque-là, mon fils, ça a été compliqué. Catherine est bruxelloise et elle a un fils. Je pense que son beau-père l'avait bien travaillé pour le mettre un peu contre moi. Et donc mon fils, à l'époque, il devait avoir 15 ans, 16 ans. Petit à petit, c'était compliqué qu'il vienne manger à table avec moi. Et donc, il venait pas et je l'entendais comme une petite souris. Une fois que j'étais couchée, aller piquer dans le frigo. Et il y a des moments où j'avais plus de prise parce que c'était plus un petit garçon, c'était devenu une espèce de grande bête, plus grande que moi. Et donc, physiquement, parfois, c'était un peu limite. Donc, une des sanctions que j'avais trouvées, c'était de confisquer le GSM, le portable, de cacher le routeur Wi-Fi. Mais ça le mettait dans une rage énorme. Et puis, il y a eu des fois aussi où sa chambre était au 2e étage. Et donc, il y a des fois où il jetait de rage tout le contenu de sa chambre dans l'escalier, avec moi qui étais dans l'escalier en train de l'engueuler sans doute. Et donc il fallait que je me mette sur le côté pour pas recevoir tout. Donc la première fois il y a eu ça, j'ai tout ramassé, j'ai tout rangé. Puis quelques semaines après, il y a eu la même chose. Et là on a vécu 15 jours tous les deux en marchant au-dessus des choses qui traînaient dans l'escalier, les guitares électriques cassées, les armoires à CD explosées. Parce que je m'étais dit, cette fois-ci, je ramasse pas. Et donc, ça a mis un bout de temps avant qu'il ramasse ces trucs. Il y a eu des fois où il ne me menaçait pas, mais où je me disais, s'il veut en passer aux mains, je suis bien faible face à lui. Et un jour, il a donné des coups de pied dans un meuble dans la cuisine. Et je me disais, ouais, ça continue de taper dans le meuble pour pas taper sur moi. Cette période conflictuelle, je pense que ça a duré 1 an et demi, un truc comme ça. Ouais. Et quand c'est comme ça, on se dit que ça finira jamais, qu'on va jamais s'en sortir,
qu'on sera plus jamais copains, enfin voilà. Et des gens autour de moi me disaient, mais t'inquiète pas, il va grandir, ça va s'aplanir, tout ce que vous avez construit avant, ça s'oublie pas, alors que j'y croyais pas à ce moment-là. Et je sais pas très bien comment ça s'est arrêté. Je sais qu'un jour j'ai eu une espèce de crise de nerfs, un truc que j'avais jamais eu et que j'ai plus jamais eu, c'est commencer à pleurer, à plus savoir bouger, à plus savoir s'arrêter. Et je pense que peut-être ça l'a un peu impressionné. Aujourd'hui, Catherine s'entend très bien avec son fils, désormais trentenaire. Ce qui m'a intéressée dans son témoignage, c'est comment on vit avec cette violence de son enfant. Mais je crois que c'était aussi à cette période-là, il fréquentait des gens que je connaissais pas, ou quasi pas, et il faisait du tag. Ça, je savais qu'il faisait du tag. Mais il me disait toujours, je vais à tel endroit, en dessous de l'autoroute, il y a des pylônes et c'est autorisé, c'est un endroit où on peut y aller. J'ai jamais su si c'était vrai ou pas vrai. Mais... Et puis un jour, à 1h du matin, la police sonne chez moi. Et m'emmène au commissariat, qui était au coin de notre rue. Et quand je longe le commissariat, j'entends beugler dans la cave. Enfin, il y avait des soupiraux... Et j'entends beugler, je me dis, c'est quoi ce soulard? Enfin bon. Et puis finalement, c'était mon fils qui était au cachot parce qu'il avait tagué. Et l'inspecteur qui nous a reçus m'a dit, vous pouvez assister à l'interrogatoire, mais vous ne pouvez pas intervenir. Et donc pendant cet interrogatoire, mon fils était saoul, avait tagué et m'insultait. Et moi, je ne pouvais pas réagir. L'inspecteur lui disait de temps en temps sois respectueux avec ta maman, le ramenait un petit peu, mais bon, voilà, il était dans un état tel qu'il n'écoutait rien. Et puis, le lendemain matin, on a dû aller chez la juge. Ils sont aussi venus à la maison prendre tout ce qu'il y avait dans sa chambre, son ordinateur, des bombes de couleurs, des bouquins, enfin, je sais plus, plein de trucs. Et donc le lendemain, on s'est retrouvés chez la juge, qui a quand même vu qu'il était quand même dans un environnement plus ou moins géré. À l'époque, il était en apprentissage, donc j'ai dit que son patron était très content de lui et tout ça, que ça se passait bien, ce qui était vrai. Donc la juge lui a dit, ben voilà, je vais mettre ton dossier dans mon tiroir, il va rester là, mais si jamais tu reviens, je rouvrirai le tiroir. Et puis elle a dit, tu vas me faire le plaisir d'aller avec ta maman, de rentrer avec ta maman à la maison, et vous allez prendre un bon petit déjeuner. À l'époque, je me déplaçais en scooter. Et donc, quand on est allé jusqu'à mon scooter, je lui ai passé un casque. Et puis, il m'a fait un doigt d'honneur. Il est parti à pied. Maman, je ne suis qu'un garçon. Je ne demande que très rarement pardon. Maman, je ne suis qu'un garçon. J'impose un peu trop, nous allons. Maintenant, je ne sais plus quand cet événement se met dans toutes les colères qu'il y a eu. Mais voilà. L'inspecteur de police m'a dit à un moment, parce que mon fils était reparti cachot, je ne sais pas comment on doit appeler ça, il m'a dit, ça va aller, madame. Et là, je me suis dit, si je lui dis que je m'en sors pas, ça va faire beaucoup de problèmes. Donc j'ai dit, oui, ne vous inquiétez pas, je gère, ça va aller. Maman, je suis un garçon. Je me dois d'apprendre à dire pardon. Oui, on se sent démuni, on se demande ce qu'on a raté. En même temps, il fait rien de super mal, quoi. Enfin, je veux dire, il n'est pas en train d'abîmer la société, c'est juste moi qui m'en prends plein la gueule. Mais voilà, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Catherine dit qu'il n'y a pas mort d'homme, mais ça n'est pas neutre d'encaisser la violence de son propre fils.
Dans des familles comme la mienne et celle des autres mères du podcast, où nous sommes les seuls et uniques membres féminins, nous sommes aussi les seuls à avoir fait l'expérience au cours de nos vies de la misogynie et des violences faites aux femmes. D'autant plus que dans beaucoup de cas, ce sont des violences qui passent par la sexualité. Et ça n'est pas facile de partager ce vécu avec ces garçons. Ou même tout ce qui touche à la sexualité, la nôtre, la leur. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre ou non ? Tout d'un coup, tu te rends compte qu'ils ont forcément regardé du porno à un moment. C'est pas neutre parce qu'on est adolescente de regarder des films qui sont aussi mal intentionnés vers la gente féminine. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Plus facile de te dire que je suis un garçon que de dire que je suis un homme. Y'a une part du problème gravée dans l'atome, mais un bout de la solution est dans ma paume. C'est sûrement Adam qui a croqué la pomme. Bien trop souvent j'en ai causé de la peine et j'ai souvent couru pour pas qu'elle ne m'atteigne. Peine de cœur, je préfère les hématomes que je me fais quand je frappe le mur, quand je cours trop vite, quand je parle mal. Maman, avec toi j'ai pas parlé turc. Les hommes soignent le mal par le mal. Les hommes sont bénis, paraît-il. J'en ai surtout croisé des pathétiques. Si je suis condamné à n'avoir pas d'éthique, maman, à ton garçon faudra faire la leçon. Maman, je suis un garçon, je me dois de rester au diapason. J'ai une prestance, une réputation.